Certaines chansons nous font danser, d'autres nous font pleurer. Mais il existe aussi des morceaux dont l'histoire derrière est beaucoup plus tragique. Derrière certains des plus grands succès de l'histoire se cachent des décès, des crimes, des manipulations, des scandales et des tragédies bien réelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de chansons qui ont bouleversé le monde de l'industrie de la musique, comme des adolescentes transformées en héroïnes de drames hollywoodiens, un père racontant sa douleur auprès de son fils décédé, un rappeur dont les paroles vont être réinterprétées à la lumière d'une affaire criminelle, un groupe construit autour d'une controverse inimaginable, ou encore une chanson entraînante qui cache l'un des sujets les plus controversants de l'histoire de l'humanité. Alors installez-vous confortablement, parce que derrière ces mélodies se cachent des histoires que vous n'oublierez probablement jamais. Nous sommes au début des années 1960 à New York. À cette époque, le rock'n'roll explose partout aux États-Unis. Les maisons de disques cherchent désespérément des nouveaux visages pour parler à une génération beaucoup plus jeune, les adolescents. C'est dans ce contexte que 4 jeunes filles du quartier du Queens attirent l'attention d'un producteur ambitieux, George Shadow Morton. Elles sont extrêmement jeunes, certaines sont encore mineures, elles n'ont même pas terminé le lycée. Le groupe comporte 2 jumelles, Marianne et Marge Gainser, et 2 autres sœurs, Mary et Betty Weiss. Celles qui nous intéressent, ce sont les jumelles. Morton comprend immédiatement qu'elles ont quelque chose de différent. Alors que la plupart des groupes féminins chantent l'amour, les romances ou le premier rendez-vous, il décide de créer un univers beaucoup plus sombre pour elles. Il leur donne un nom étrange, The Shangri-Las. Le terme Shangri-Las désigne normalement un paradis perdu, un lieu presque mythique, inaccessible et mystérieux. Mais derrière cette image idyllique se cache un projet bien plus étrange. Pour se démarquer, Morton décide de créer leur musique comme un mini-film, comme un mini-trailer d'horreur. On y entend des motos rugir, des éclairs, du tonnerre, ou même bien des cris. Chaque morceau ressemble davantage à une histoire dramatique qu'à une simple chanson pop pour adolescents. Les chansons parlent d'accidents, de séparation, de décès, voire même d'amour impossible. Des chansons qui parlent notamment de traumatisme. À cette époque, les Shangri-Las chantaient beaucoup de musique qui était peu entendue à la radio à l'époque, notamment pour un jeune public. Le meilleur exemple est sans doute Leader of the Pack. Une chanson qui raconte l'histoire d'une adolescente amoureuse d'un jeune motard. Sa famille désapprouve leur relation et les deux sont forcés de se séparer. Mais soudain, le bruit d'une moto retentit. Un crissement, un choc. Et le jeune homme meurt d'un accident. À une époque où la pop est encore relativement innocente, entendre un décès raconté de manière autant cinématographique est presque révolutionnaire, surtout pour une musique passant à la radio. George Morton avait compris quelque chose avant tout le monde. Les adolescents ne voulaient pas seulement écouter de la musique, ils voulaient ressentir des émotions. Avoir peur, pleurer, rêver. Et les Shangri-Las offraient exactement cela. Malheureusement, avec ce succès rapide et jeune, l'une des 2 jumelles, Marianne, décéda d'une overdose de médicaments et d'alcool, ce qui marqua définitivement la fin du groupe. Des décennies plus tard, de nombreux artistes vont citer le groupe parmi leurs inspirations, notamment pour leur manière de transformer la musique en un récit dramatique qui influera la pop, le punk, le rock et bien d'autres genres alternatifs. Amy Winehouse elle-même admirait énormément cette esthétique rétro-mélancolique. Music I love writing, you know, like Shangri-Las, for example, it's so atmospheric and dramatic. You didn't have TV, like TV wasn't mainstream. You didn't have a million things going on, you know. On retrouve dans plusieurs de ses chansons cette même fascination pour les amours destructeurs, les relations toxiques et les émotions extrêmes. Elle aura eu d'ailleurs la même fin tragique. Aujourd'hui encore, plus d'un demi-siècle après leur succès, les Shangri-Las continuent d'être redécouvertes. Preuve que leur histoire continue de parler à de nouvelles générations. Des années plus tard, les membres du groupe finiront par répondre aux nombreuses théories.
Non, elle ne racontait pas des événements paranormaux. Non, elle ne chantait pas des histoires réelles les concernant. La plupart des chansons étaient inspirées de scénarios fictifs, imaginés pour provoquer une réaction émotionnelle chez les jeunes de l'époque. Mais cette histoire soulève malgré tout une question intéressante. Comment des adolescentes de 15 et 16 ans se sont-elles retrouvées à interpréter des chansons parlant de la mort et de deuil à leur si jeune âge ? À l'époque, l'industrie musicale était dominée presque exclusivement par des hommes, et particulièrement des hommes adultes. Des producteurs, des managers, des dirigeants de maisons de disques qui écrivaient souvent pour ces jeunes artistes des textes bien trop matures pour leur propre expérience de vie. Et c'est peut-être cela qui rend les Shangri-Las aussi fascinantes aujourd'hui. Derrière leurs chansons tragiques se cachait en réalité le portrait d'une époque entière. Une époque où des adolescentes devenaient des stars mondiales avant même leur propre majorité. On est le 20 mars 1991. Ce jour-là, la vie d'Eric Clapton bascula définitivement. Son fils Connor, âgé de seulement 4 ans, meurt tragiquement après une chute du 53e étage d'un immeuble de Manhattan à New York. L'accident est d'une brutalité difficile à imaginer. Pour Clapton, le choc est indescriptible. À cette époque, il était déjà considéré comme l'un des plus grands guitaristes du monde. Pourtant, face à cette tragédie, la célébrité ne protégea rien. Il s'isole, évite les interviews, réduit drastiquement ses apparitions. Et pendant un temps, la musique elle-même semble perdre son sens. Ses proches racontent plus tard qu'il s'est réfugié dans la solitude, tentant simplement de survivre à une douleur impossible à exprimer. Puis quelques mois plus tard, une opportunité inattendue se présente à lui. Les producteurs du film Rush lui demandent de participer à la bande originale. Ce projet va devenir bien plus qu'un simple travail, il va lui offrir un moyen de mettre des mots sur ce qu'il est incapable de dire depuis la mort de son fils. Pour écrire cette chanson, Clapton s'associe au célèbre parolier Will Jennings. Jennings comprend immédiatement la délicatesse de la situation. Il sait qu'il ne peut pas écrire à la place d'un père qui vient de perdre son enfant. Clapton apporte les émotions, les souvenirs et la douleur, tandis que Jennings apporte un cadre et une structure à la musique. D'ailleurs, Jennings lui proposa même de lui laisser composer la musique, tellement la situation était délicate. Mais ensemble, ils vont donner naissance à l'une des chansons les plus bouleversantes de l'histoire de la musique, Tears in Heaven. À la première écoute, le morceau paraît simple, presque fragile, mais derrière chaque phrase se cache une question que des millions de personnes confrontées au deuil se sont déjà posées. Est-ce que tu me reconnaîtras si nous nous reverrons un jour ? Cette chanson est littéralement une conversation imaginaire entre Clapton et son fils disparu. Un dialogue impossible, une lettre adressée à quelqu'un qui ne pourra jamais y répondre. Mais ce qui rend le morceau universel, c'est qu'il ne parle pas uniquement de la mort. Il parle aussi de ce qui vient après, et des cicatrices invisibles que chacun porte en silence. C'est en 1992 que la chanson prend une dimension encore plus importante. Cette année-là, Clapton participe à l'émission MTV. Assis sur une simple chaise, accompagné d'une guitare acoustique, il interprète Tears in Heaven, devant un public silencieux. Aucun effet spectaculaire, aucune mise en scène complexe, aucun jeu de lumière, seulement une voix, une guitare et une douleur authentique. La prestation bouleverse le monde entier. Le live devient l'un des plus célèbres de l'histoire de MTV. Elle devient un symbole universel du deuil, et ce pour beaucoup de personnes. Une œuvre dans laquelle des milliers de personnes ayant perdu un proche se reconnaissent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, Clapton prend une décision surprenante. Il cesse progressivement de jouer la chanson en concert. Beaucoup pensent alors qu'il cherche à oublier, mais la réalité est bien plus complexe. Selon lui, les émotions qu'il avait donné naissance à cette musique avaient tout simplement évolué. La douleur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus la même. Et il ne voulait plus interpréter ses paroles sans ressentir pleinement la vérité émotionnelle qui avait fait naître cette musique. Pour Clapton, cette chanson appartenait à un moment précis dans sa vie, à une blessure précise, à une conversation intime avec son fils. Tears in Heaven n'est donc pas simplement une chanson sur la perte d'un enfant. C'est le témoignage d'un homme qui a tenté de survivre à l'insurmontable. Certaines chansons sont écrites pour devenir des succès, d'autres sont écrites pour survivre à la douleur. Et si Tears in Heaven contribue à toucher autant de personnes aujourd'hui, c'est peut-être parce que ce n'est pas qu'une simple musique, mais peut-être une musique destinée à un enfant nommé Connor.
Quand Murder on My Mind sort en 2017, personne n'imagine encore que cette chanson va devenir l'un des morceaux les plus controversés de l'histoire récente du rap américain. À l'époque, YNW Melly est un jeune rappeur de Floride qui tente de se faire un nom. Alors qu'il est encore adolescent, il écrit un morceau particulièrement sombre raconté à la première personne. Dans cette histoire, le narrateur tire sur quelqu'un et doit vivre avec des conséquences de son acte. Le texte est brutal, détaillé, parfois même dérangeant, en vue de son explicité trop prenante. Yellow tape around his body, it's a fucking homicide. His face is on a t-shirt and his family's traumatized. I didn't even mean to shoot him, he just caught me by surprise. Mais pour Melly, il ne s'agit alors que d'une œuvre musicale, une histoire racontée comme tant d'autres dans le rap. Selon lui, il aurait commencé à écrire le morceau alors qu'il était en détention. Il racontera plus tard que les autres détenus appréciaient déjà la chanson avant même qu'elle soit sortie. Lorsqu'il est libéré, il publie finalement Murder on My Mind sur SoundCloud. Rapidement, le morceau attire l'attention. Les auditeurs sont fascinés par son intensité émotionnelle. On n'a pas l'impression d'écouter une simple chanson, on a l'impression d'assister à une confession intime. C'est en 2018, 2 ans après la sortie officielle du son, que Gabriel Hart vient créer un clip qui ajoute une dimension exceptionnelle au morceau. L'esthétique est sombre, les images sont violentes et l'interprétation de Melly transforme le titre en un véritable phénomène viral. La chanson explose et Melly devient l'un des nouveaux visages du rap américain. Face à ce succès, il multiplie les déclinaisons du concept. Mischief on My Mind propose une version plus accessible au public qui permet d'être plus facilement diffusée à la radio et de toucher un public plus large. Morning, I got mischief on my mind. Jumping over fences, trying to dodge police and 9. And all these player haters jogging, trying to knock me off my grind. But I can't let them do it, I got mischief on my mind. Puis vient Mind on My Murder, une réinterprétation racontée du point de vue de la victime cette fois-ci. Une idée originale qui donne l'impression que l'histoire continue sous un nouvel angle. Mais quelques mois plus tard, tout bascule. En octobre 2018, 2 proches de Melly et membres du collectif YNW, Sack Chaser et Juvie, sont retrouvés morts dans une voiture en Floride. Au départ, les autorités pensent avoir affaire à une fusillade menée depuis une autre voiture, qui reste des actions assez connues à l'époque, malheureusement pour le public du rap américain. Mais après plusieurs mois d'enquête, les enquêteurs avancent une version beaucoup plus différente. Selon l'accusation, les 2 jeunes hommes auraient été tués à l'intérieur même de la voiture avant qu'une scène de crime ne soit prétendument mise en scène pour ressembler à un drive-by shooting. En 2019, Melly est arrêté et inculpé pour le double homicide de ses amis. L'artiste a toujours contesté les accusations portées contre lui. Mais à partir de ce moment-là, le regard du public sur Murder on My Mind change complètement. Du jour au lendemain, des millions de personnes retournent écouter Murder on My Mind, chaque phrase est analysée, chaque parole est disséquée. Certains internautes se demandent alors si la chanson n'était qu'une fiction. D'autres pensent y avoir des ressemblances troublantes avec les accusations qui entourent désormais le rappeur. Paradoxalement, alors que l'affaire judiciaire fait le gros titre, Murder on My Mind atteint des sommets de popularité. Et le morceau devient l'un des titres les plus débattus de la décennie. Aujourd'hui encore, il est impossible d'évoquer Murder on My Mind sans parler de l'affaire qui a bouleversé la carrière de Melly. Melly continue de plaider non coupable et tente depuis de nombreuses années de demander sa libération. En 2024, il laissa un message sur Twitter expliquant la situation horrible dans laquelle il était détenu. Je n'ai pas le droit de passer des coups de fil, je n'ai pas accès à la télévision ni aux journaux, il surveille mes moindres gestes devant une caméra et s'assure que je n'utilise pas le téléphone pour dévoiler au monde entier la façon dont je suis maltraitée, discriminée, menacée physiquement et harcelée. Mais ce qui rend cette chanson fascinante, ce n'est pas seulement son succès. C'est le fait qu'une œuvre écrite comme une histoire fictive ait fini par être réinterprétée par des millions de personnes à travers le prisme d'une affaire criminelle bien réelle. Et c'est précisément cette frontière floue entre l'art et la narration et la réalité qui continue de faire de Murder on My Mind l'une des chansons les plus troublantes de l'histoire du rap moderne. Au début des années 2000, une chanson va provoquer l'un des plus grands scandales de l'industrie musicale. Son nom, à première vue, le morceau ressemble à une simple chanson pop, un refrain accrocheur et un clip assez marquant. Mais derrière ce succès mondial se cache une histoire beaucoup plus troublante. Lorsque le clip est diffusé pour la première fois, il choque une partie du public occidental. On y voit 2 adolescentes enfermées derrière une grille, sous une pluie battante. Elles semblent rejetées par la société et jugées par tous. Puis finalement, elles s'embrassent.
Aujourd'hui, cette scène paraît relativement banale, mais nous sommes en 2002. À l'époque, montrer aussi ouvertement une relation entre deux jeunes filles dans un clip, destiné au grand public, reste extrêmement rare. Les réactions sont immédiates, certaines chaînes de télévision refusent de diffuser le clip. Des associations dénoncent une provocation, d'autres au contraire saluent une œuvre en avant sur son temps. Et pendant que la controverse enfle, le morceau devient un succès mondial. Le groupe s'appelle Tattoo. Deux jeunes Russes devenus du jour au lendemain des stars internationales. Mais derrière cette image de rébellion se cache une réalité bien différente. Car contrairement à ce que des millions de spectateurs croient alors, cette histoire d'amour n'est pas présentée par les membres du groupe comme le reflet de leur véritable vie. Des années plus tard, les chanteuses expliqueront que cette image faisait partie d'un concept construit autour du groupe. Et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus dérangeante. Car au moment où le projet démarre, les deux artistes sont encore adolescentes. L'une a 15 ans, tandis que l'autre en a seulement 14. Elles ont été sélectionnées lors d'un casting organisé par un homme nommé Ivan Shapovalov, un personnage aussi controversé que fascinant. Avant de se lancer dans la musique, Shapovalov travaillait notamment dans le domaine de la psychologie, et précisément dans la psychologie pour enfants. Lorsqu'il imagine Tattoo, son objectif n'est pas simplement de créer un nouveau groupe pop, il cherche un concept capable de provoquer une réaction immédiate. Un projet dont tout le monde parlerait, que ce soit pour le critiquer ou pour l'admirer. Et sa stratégie fonctionne parfaitement. La polémique devient le moteur principal de la promotion, et plus les médias s'indignent, plus le groupe gagne en visibilité. Le duo enchaîne les apparitions télévisées à travers l'Europe, l'Amérique et même l'Asie. Mais derrière le succès se cache une question qui continue encore aujourd'hui de diviser. Le public assistait-il à une avancée culturelle ou à une stratégie marketing utilisant l'image de deux adolescentes mineures pour créer le scandale? Pour certains, Tattoo participe à rendre plus visibles certaines représentations LGBTQIA+ dans la culture populaire. Mais pour d'autres, le projet reposait avant tout sur une mise en scène conçue par des adultes pour provoquer l'attention des médias. Et c'est précisément cette ambiguïté qui rend l'histoire aussi dérangeante. Mais derrière ce refrain mondialement connu se cache une réalité beaucoup plus complexe qu'un simple tube de pop. Une histoire où se mélangent marketing, controverse, adolescence, célébrité et manipulation de l'image. Et peut-être que le plus troublant dans toute cette affaire n'est pas le scandale qu'a provoqué le clip, mais le fait que ce scandale ait été dès le départ exactement ce que Ivan recherchait. Il existe des chansons qui paraissent heureuses, des chansons que l'on entend à la radio, à la télé ou bien même dans les magasins. Des chansons sur lesquelles on danse sans vraiment réfléchir. Comme... une chanson qui pourrait être l'un des morceaux les plus trompeurs des années 2010. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Depuis les années 1990, les États-Unis sont confrontés à un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Les fusillades en milieu scolaire. Des centaines d'établissements touchés, des milliers de victimes directes ou indirectes. Et parmi tous ces drames, un événement va marquer durablement les Américains. Le 20 avril 1999, au lycée de Columbine, dans le Colorado. Ce matin-là, deux adolescents, Eric Harris et Dylan Klebold, entrent dans leur établissement lourdement armés. Quelques heures plus tard, le monde entier découvre l'ampleur de la traque. L'événement devient un symbole, un point de rupture dans l'histoire des États-Unis. Et surtout le début d'un débat national sur la violence chez les jeunes. 10 ans plus tard, 3 amis fondent un groupe à Los Angeles. Mark Foster, Sean Sinimo et Isom Innis. Ils choisissent un nom positif, Foster the People, un nom qui évoque l'entraide, le lien social et l'idée de prendre soin des autres. Mais ironiquement, leur plus grand succès parlera exactement du contraire. À l'origine, Mark Foster imagine un personnage fictif nommé Robert, un adolescent solitaire et mal dans sa peau, invisible aux yeux des autres. Un jeune qui découvre une arme appartenant à son père et qui commence à nourrir des pensées violentes. La chanson est écrite du point de vue de ce jeune garçon et c'est précisément ce qui va déranger les auditeurs. Car l'auditeur se retrouve plongé dans les pensées d'un individu qui bascule progressivement. Dans le refrain, Robert s'adresse directement aux autres adolescents, ceux qui portent les plus belles chaussures, et il leur lance un avertissement glaçant. Ils doivent courir plus vite que la balle. Et le plus troublant, c'est qu'à cette époque, des fusillades sont demandées aux gens aux casquettes blanches de se lever.
Parce que souvent, les jeunes aux casquettes blanches, c'était les basketteurs, les personnes populaires, les enfants de la mode, ceux que tout le monde appréciait. Et c'était ceux que Eric et Dylan détestaient le plus. À l'époque, beaucoup de personnes ne comprennent même pas ce que racontent réellement ces paroles. Le contraste est si fort entre la musique joviale et le texte qui relève un véritable sujet traumatisant. Pendant que les gens dansent, la chanson parle d'un adolescent qui envisage une attaque armée. Pendant que les radios la diffusent en boucle, Mark Foster expliquera plus tard qu'il ne cherchait pas à glorifier la violence. Au contraire, son objectif était d'explorer la psychologie de ces jeunes que personne ne remarque avant qu'un drame n'existe. De comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à franchir une limite irréversible comme celle-ci. Mais lorsque le morceau devient un phénomène mondial, le débat explose. Certaines écoles américaines interdisent sa diffusion. Des stations de radio hésitent à la programmer, des parents dénoncent le sujet des paroles, d'autres considèrent au contraire que la chanson met en lumière un problème de société dont personne ne veut réellement parler. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est que des millions de personnes ont probablement chanté le refrain sans jamais réaliser ce qui est raconté réellement. Nous avons dansé dessus, nous l'avons entendu dans des bars, dans la voiture, à la radio, alors qu'au fond, Don't Paid Up Kids n'était pas une chanson joyeuse. C'était tout simplement un avertissement, une plongée dans l'esprit d'un adolescent en détresse. Et peut-être l'une des critiques les plus efficaces jamais écrites sur la violence scolaire. Parce qu'au final, le véritable malaise ne vient pas des paroles, il vient du fait que nous étions tellement occupés à danser que nous avons oublié d'écouter les paroles. La musique est souvent bien plus simple qu'un divertissement. Derrière une mélodie que l'on fredonne sans y penser, peuvent parfois se cacher des histoires de deuil, de manipulation, de violence, d'amour ou même de souffrance. Et c'est peut-être ce qui rend ces chansons aussi intemporelles. Elles ne racontent pas seulement une histoire, elles capturent une émotion que des millions de personnes ont un jour ressentie. Si cette vidéo vous a permis de découvrir la véritable histoire derrière certains de ces morceaux, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Dites-moi également en commentaire quelle chanson vous a le plus marqué ou si vous connaissez des histoires dont je n'ai pas encore parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout souvenez-vous, parfois les chansons les plus connues sont aussi celles qui cachent les histoires les plus sombres.